Bonjour et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du zéro to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour avoir des prospects, avoir du client, mais surtout avoir du CA. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une ambitieuse, une entrepreneuse, une scientifique. J'ai le plaisir d'accueillir Roxelane Kakir. Ça va bien? Ça va, ça va. Salut Pas- Bruno. Pas trop stressé? Non, Non. ça va. Un plaisir de te voir. Et merci pour l'invitation surtout. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Et puis surtout, on va découvrir ton parcours. Franchement, moi je pense que tu fais partie des perles toulousaines. On va le voir par rapport à ton palmarès au niveau des concours que tu fais que gagner. Ouais. Faut le dire. Oui, bon après le plus important comme tu l'as dit, c'est le chiffre d'affaires. Ouais, c'est le CA. Mais quand même, moi je vois tout ce que tu es en train d'accomplir. Vraiment, on a de la chance de t'avoir à Toulouse. Ben, déjà, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et la cible que tu essayes de toucher? Dis-moi tout. Très bien. Et moi je m'appelle Roxane Kakir, je suis docteur en hydrologie et en écologie. Je suis aussi ingénieur agronome et j'ai fondé en 2022 ETOI, qui est une start-up en environnement où on travaille sur la question de l'eau, comment l'appréhender face au changement climatique et comment s'adapter, adapter nos usages pour mieux assurer assez d'eau en assez bonne qualité pour l'ensemble des usages. Alors, je t'arrête une seconde. Tu as monté la start-up toute seule, donc ça veut dire que tu étais en thèse, et puis en thèse, comme ça, tu t'es dit, ok, ben, je vais faire une entreprise. Oui. Alors pour la petite anecdote, j'étais en thèse, voilà, donc j'ai fait après mon école d'ingé, durant mon école d'ingé, j'ai fait une césure où j'ai découvert le monde de la recherche et en fait en dernière année, j'ai décidé de faire un double diplôme avec l'université de Toulouse et ça m'a donné vraiment une grosse appétence pour la recherche, donc j'ai décroché un doctorat au sein du CRBE. Un centre de recherche en biodiversité et environnement. Et durant ma thèse, donc ça s'était super bien passé, on m'associait à des projets européens, toujours en modélisation hydrologique et qualité de l'eau. Et en fait, il y a des structures publiques, des syndicats de rivières, des agences de l'eau qui nous sont venus solliciter le laboratoire dans lequel je faisais ma thèse et mes travaux en particulier pour pouvoir travailler avec nous. Donc on s'est dit avec mes directeurs de recherche qu'il y avait un potentiel marché. Et donc j'ai été lauréate de la première édition du concours Doc-Doxyquétanie qui est organisé par Toulouse Tech Transfer donc en 2021 et qui permet en fait de voir la valorisation des travaux de recherche vers une application beaucoup plus professionnelle. Donc ça m'a donné l'assurance en fait qu'il y avait un potentiel marché, que j'avais un potentiel entrepreneurial et de ça, j'ai aussi été lauréate d'un concours, enfin mon projet a été lauréat d'IPHD, donc un concours organisé par BPI France. Donc là aussi, j'ai eu un accompagnement sur tout ce qui était commercialisation, market fit, parce que quand on sort d'une école d'ingé plus doctorat, enfin j'avais un cursus scientifique blindé, un cursus professionnel gestion de projet ok, mais tout ce qui est marché, client, vente, mais ça m'a initié à tout ce monde. Ok. Voilà. Et je t'arrête une seconde. Est-ce que, en gros, de ton expérience, est-ce qu'on peut comprendre que parfois il faut être là au bon moment? Parce que de ce que je comprends, tu aurais pu, comme le font beaucoup de doctorants, enchaîner les post-docs, être dans une parfois précarité, on va pas se mentir. Mais toi, tu as eu cette chance peut-être d'être bien entouré ou d'avoir écho de ces événements, de ces concours qui ont fait que tu es là où tu es. Donc, est-ce que tu peux me parler de ça, peut-être être là au bon moment, ça t'a aidé, et puis peut-être du réseau. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a pu te booster et te permettre d'arriver où tu es? Il y a deux choses du coup. D'abord l'entourage. Donc je te dis, j'ai été accompagnée. Finalement, ça m'a donné aussi Parfois, il y a des choses, il faut le saisir, une occasion, un moment, et tu finis ta thèse. Là, j'étais un peu libre, j'avais pas de prêt, pas d'enfant.
j'avais rien qui me retenait, je pouvais prendre le risque de l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait prendre cette conscience en termes de risque. Et après, il y avait aussi une réalité scientifique où en fait, toi, tu as développé ta thèse pendant des années. Moi, c'est issu de laboratoire de recherche. Tu es à la pointe, tu es en pointe deep tech. Et si tu attends quelques années, c'est déjà un peu obsolète. Du coup, il y a aussi le côté, c'était à ce moment-là qu'il fallait tenter. Donc, en gros, tu faisais quand même... tu as cette conscience un peu de l'après. Tu ne vis pas l'instant présent en se disant, advienne que pourra. Tu as quand même cette conscience à te dire, ok, mais on va tabler sur peut-être 5, 10 ans de mon avenir. Parce que tu sais, j'ai connu beaucoup de doctorants qui attendaient sur avoir une position stable. Et de ça, parfois, tu peux aller en désillusion et arriver, alors, soit dans un salariat non voulu, soit parfois même dans des postes de professeur, parce que c'est le côté enseignement qui... En fait, quand tu finis un doctorat, déjà, la plupart du temps, tu enchaînes des post-docs. Donc, ça reste un CDD, c'est assez bien rémunéré, hein, donc c'est pas une histoire de salaire, mais ça reste une précarité par rapport au job à vie. Et en fait, avant de pouvoir avoir un poste de chercheur, en général, de ce qu'il se disait quand moi j'ai fini ma thèse en tout cas, c'était qu'il fallait entre 8 et 10 années de post-doctorat, minimum 5 ou 6. Et moi, je ne me voyais pas faire ça. Et quitte à prendre 5 années de précarité, autant que ce soit 5 années de l'entrepreneuriat, où je fais quelque chose que j'ai envie comme je veux, voilà. Mais j'aime bien ton raisonnement. Voilà, c'est tout. Et si on retourne sur « et toi », déjà, qu'est-ce que ça veut dire « et toi » tu parlais à un moment que, ok, et toi, ça a été toi au départ, mais maintenant, et toi, c'est une grande, on va dire, une grande famille, puisque vous êtes à 8. Une dizaine, voilà. Une dizaine, voilà. Tu vois. Donc, comment tu as fait ce cheminement? Qu'est-ce que veut dire « et toi » Et puis, on part du projet où on est seul et on maîtrise tout, au projet où on peut déléguer. Comment tu as fait tout ça? Donc déjà, et toi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et toi, c'est un petit jeu de mots, et toi, et moi, allons travailler ensemble et collaborer ensemble. Après, plus concrètement, ça veut dire, à l'origine en tout cas, Harmonized Environmental Territory and Water Assessment. Et l'objectif, c'était vraiment de donner des outils clés en main, notamment à travers une plateforme pour mieux appréhender la question de l'eau de façon systémique, en intégrant vraiment l'ensemble des facteurs qui vont agir, des usages qui vont être liés de près ou de loin à la ressource en eau. Donc ça, c'est l'histoire du nom. Et après, moi, dans ma tête, j'ai jamais voulu être seul, j'ai jamais voulu faire de l'auto-entrepreneuriat. L'objectif, ça a toujours été d'être une équipe. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué durant la thèse. La thèse, c'est quelque chose de fantastique. Je le souhaite pour tous les gens qui ont envie d'en faire une, parce que si t'as pas envie d'en faire une, n'en faites pas par contre. Et en fait, c'est quand même un projet sur de la recherche durant 3 ans. C'est ton projet que tu mènes du début à la fin. Alors bien sûr, il y a des directeurs et tout, mais c'est quand même un projet à toi. Et du coup, parfois, il y a ce sentiment de solitude que moi, j'avais pas envie de retrouver dans mon aventure entrepreneuriale. Je te rejoins, ouais. Du coup, j'ai créé toute seule initialement parce que j'avais pas trouvé le bon associé au moment de la création et que j'avais des clients qui m'attendaient. Mais mon associé, je l'ai trouvé 1 an après la création de la boîte, et aujourd'hui, ça se passe super bien. C'est mon CTO, il est formidable, on travaille très bien ensemble, donc voilà, c'est super. Et tu sais, donc tu es une start-up qui cherche de la croissance, n'est-ce pas? Mais vous cherchez de la croissance en étant dans un domaine public. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un challenge de faire une start-up dans ce genre d'environnement? Parce que tu sais bien que le public, ça prend parfois du temps. Ça demande aussi d'être en compétition avec d'autres personnes. Et donc, générer pas mal de stress à avoir des objectifs qui sont accomplis annuellement. Donc, comment toi, tu gères ça? Parle-moi de ça.
Bon, alors le stress, je crois que c'est un peu le crédit et le credo de plein de tous les entrepreneurs. Ça fait partie, ces côtés à pic, montagne russe, ça fait partie un peu de l'aventure. Après, tu le gères comme tu le veux, comme tu le peux aussi parfois. Mais la question, c'est la question initiale qui était... c'est par rapport au public que au tu public, vises, en fait, qui est oui. le public, justement. C'est bon, j'ai remis. Ah ouais, parce qu'en fait, déjà, nos secteurs clientèle, donc majoritairement, c'est du public, mais justement, on se diversifie aussi avec des acteurs privés. Donc, on va travailler notamment avec des structures d'hôtellerie de plein air ou des préventionnistes en assurance pour mieux appréhender la question risque climatique, hydroclimatique Ok, mais en quoi ils ont besoin de toi? C'est pour évaluer les risques d'une activité ou d'un bâti en termes hydrologie, qualité de l'eau. Donc l'impact qu'ils envoient au niveau environnemental, donc dans une démarche RSE, ESG, et l'impact qu'ils subissent aussi dans la stratégie investissement à moyen long terme. Donc on se diversifie à ce niveau, mais notre cible clientèle principale, c'est quand même les syndicats de rivière, les communes, les intercommunalités, avec lesquelles on travaille étroitement. Donc la diversité, déjà, ça permet de réduire le risque et de réduire le stress. Et aussi, ça fait partie aussi de ce côté un peu à recherche du business model, Ouais. de la start-up qui, au début, tu crées, tu as une idée et tout n'est pas forcément défini. Donc Ouais. maintenant, on a 4 ans d'expérience, donc on voit bien comment ça fonctionne, mais c'est toujours cette démarche start-up de à qui on va vendre, pourquoi, c'est quand même quelque chose que souvent on va en réalimenter avec les nouveaux entrées clients, les retours clients qu'on a. Très bien. Et tu sais, on va arriver un peu aux dernières questions et après on passera Au jeu. à la deuxième partie. Tu sais, quand on s'engage dans ce côté start-up où toi tu commences à scaler un peu, tu as des zones, tu es seulement sur Toulouse, Midi-Pyrénées, National Non, mais en fait, on a des projets majoritairement au niveau national, mais on se déploie aussi à l'international. On utilise l'imagerie satellitaire, donc en fait, on peut déployer partout dans le monde. Donc là, on a un gros projet, Copernicus, tout à fait. Et donc là, on est en train de déployer une solution qu'on a développée pour l'agence de l'eau et le CNES en Adour-Garonne. Donc autour de Toulouse et jusqu'à Bordeaux et les Pyrénées, ce triangle un petit peu. Et en fait, on est en train de le déployer en Thaïlande. Donc, Thaïlande. Ouais, c'est chouette. Mais c'est magnifique. Ouais, c'est cool. C'est plus exotique. Tu es allé? Oui, voilà. Les collègues aussi. Ok. Et bien justement, ma question, c'est quand tu déploies à l'international, ok, il faut à un moment que tu te formes sur un côté business, marketing, avec des mots qui vont venir comme EBITDA, chiffre d'affaires. Toi qui sors d'un parcours très scientifique, comment tu te formes ou est-ce que tu continues à te former sur ce genre de notions qui permettent le scale? Je me forme, je m'entoure, j'écoute des podcasts. Et après, j'ai fait, moi, à titre personnel, pour investir dans la boîte, j'ai fait des prêts d'honneur. Et du coup, en général, c'est sur des structures. Donc, on a été accompagné par Créalia, Initiative Haute-Garonne. Et en fait, eux, ils te proposent aussi un parrainage avec des gens qui te suivent, qui te challengent, qui te conseillent. Et ça permet aussi d'orienter sur où aller chercher de la bonne information, comment acquérir plus de connaissances et après comment s'entourer parce qu'on ne peut pas tout savoir tout le temps. Top, génial. Alors ma dernière question et après on va au petit jeu. On parlait un peu du côté santé mentale. Est-ce que pour toi c'est une notion assez importante de penser à sa santé mentale quand on est en start-up ou pour toi bon c'est ok tu fais du business et tout est cool? Non, je pense que la santé mentale, c'est primordial. Okay. Après, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment la réponse parce qu'on est...
Déjà, il y a beaucoup, de plus en plus, j'ai entendu une statistique sur les chefs d'entreprise qui partaient de plus en plus en burn-out. Et en fait, c'est vrai que finalement, vu que nous, on n'est pas soumis au code du travail, qu'on est juste challengé par nous-mêmes, que la pression, elle vient des clients et de nous-mêmes, et qu'on a même envie d'éponger la pression des équipes, ben, parfois, on peut se poser la question de comment se préserver nous. Je n'ai pas encore toutes les questions, mais j'essaye de me préserver. Mais mon équipe, elle est formidable et elle me préserve aussi. Parfois, ils me disent de partir en vacances. Je les connais et je les salue chaleureusement. Non, mais du coup, je pense qu'il faut bien savoir s'entourer et aussi de l'importance d'être une équipe et de ne pas être tout seul dans l'aventure entrepreneuriale de type start-up, hein, j'entends bien. Oui, tout à fait. Bon, alors tu sais, à Histoire d'entreprendre, oui. On aime bien lancer des petits jeux pour connaître un peu nos podcastés. Ok. Ouais. Donc, sur ta droite, à chaque fois, c'est bien ta droite, oui. Sur ta droite, tu as 3 petits jeux, d'accord. Tu les lis, tu choisis celui que tu veux et celui que tu veux, tu nous le présentes à la caméra. Ok, c'est Association Express. Donc, alors, pour expliquer le jeu, c'est quoi? Je vais te dire un mot et tu vas me dire... Ce mot me fait penser à ce mot, me fait penser à ce mot, me fait penser à ce mot. Donc j'enchaîne plusieurs mots. Tu enchaînes, voilà. Ah ok, d'accord. Donc, par exemple, je sais pas moi, micro me fait penser à voix, podcast, voix me fait penser à fantôme me fait penser à... Ouais, tu vois. Bon, on va essayer de pas tomber dans le glauque, mais pas de thématique entrepreneuriale, alors c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Vraiment, c'est ton esprit qui vagabonde et qui lance des mots comme ça. Ouais, bah, Ça c'est marche. chouette. On lance le générique et on y va. Ok. Bon, on est parti. C'est parti. Ok. Alors, maternité. Boîte. Une boîte, famille, entreprise. Motivation. Amour, travail, bonheur. Conjoint. Aide, soutien, et c'est pas un mot. Apprentissage. Apprentissage, éducation, université, formation. Routine. Outils. Routine. Ennuyeux, apaisant, non challengeant. Doute. Normal. Échec. Succès. Tristesse. Espoir. Importance. Importance. C'est pas ce mot. Et en plus, le chrono était fini. Hein? Donc, le chrono il était fini. Ben, top. Alors, moi, j'ai noté les mots que tu as dit comme ça, au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de te poser une question. Tu sais, quand j'ai énuméré le mot maternité, j'ai entendu des mots comme famille, boîte. Et de ça, j'entends qu'il y a une dualité entre le côté professionnel, où ta boîte, c'est presque, je sais pas, de ce que j'entends ton enfant, et en même temps, tu as quand même le côté famille personnelle. Donc, est-ce que pour toi, il y a une dualité entre ces deux mondes, ou c'est une complémentarité? Parle-moi de ça. Non, je pense que ça fait partie de moi. C'est complètement une complémentarité. Il n'y a pas de, il y a rien à opposer l'un à l'autre. Ce que je te disais en off tout à l'heure, où en fait, moi, je dis toujours que j'ai eu 2 bébés en 2022 parce que quand j'ai fondé ma boîte, j'étais enceinte de 5 mois. Donc, j'ai eu ma fille et ma structure. Ce qui a été reproché par mes collaborateurs qui me disent que je maternisais trop et toi. Et du coup, depuis, j'ai bien quand même réussi à séparer. J'ai essayé en tout cas de séparer ce côté vraiment attachement, où en fait finalement c'est la structure professionnelle, mais pas
parce qu'on l'aime pas, mais parce que faut pas non plus que je maternise toute l'équipe, quoi. Alors, tu sais, ça c'est intéressant parce que de nos jours, les structures ne gardent plus leurs employés. Parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance que l'on n'a plus comme avant. Tu vois, avant, les gens ils restaient 40 ans, 50 ans dans une boîte. Et maintenant, c'est compliqué. Est-ce que toi, pour créer ce petit cocon qui est à la fois ta famille professionnelle et ta famille, famille au côté mari et tout ça, est-ce que toi, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'important que tu travailles au quotidien dans un couple? Il y a le nous. Est-ce que dans une entreprise, donc dans la tienne, il y a aussi ce nous? Est-ce que tu essayes que tout le monde cohabite, parle, discute Moi, et en tout cas avec et toi, on a vraiment cette volonté du nous, de construire ensemble, parce que même si tu n'as pas vocation à rester 40 ans dans la boîte, quand tu y es, tu construis pour que la boîte puisse survivre, pour que le produit que l'on développe et les services que l'on procure permettent de répondre à la demande client, aux besoins. En plus, on travaille sur des questions environnementales, à enjeux autour de l'eau. Et du coup, forcément, je pense que tout le monde a sa brique qui reste 40 ans ou pas 40 ans. Donc on a quand même cette culture d'entreprise où on écoute les collaborateurs, ou quelqu'un a quelque chose à dire, on essaie de l'écouter et de l'intégrer si ensemble. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Après, c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui. Okay. Et j'ai l'impression, alors là, peut-être, je laisserai mes collaborateurs répondre en commentaire qu'on y arrive, mais forcément, parfois, il y a de la frustration, et là, on en parle, on découle, et on voit comment est-ce qu'on peut mieux rebondir. Et je pense qu'on s'y prend pas trop mal, parce que aujourd'hui, on a quand même très peu de turnover, les gens nous disent qu'ils veulent rester dans la boîte, donc ça veut dire... Tu embauches, là ? Moi j'ai envie d'y aller là. Peut-être en 2026, qui sait. Ok, alors, par contre moi c'est 100K. Hein. Ah non alors. Désolé. Bon, on y réfléchit. Et puis, oui, allez, on réfléchit. On pas de décision. On fait une levée, je vais leur dire pour Bruno. Bon, mais non, on va souhaiter plutôt à Etenwork que ça fonctionne. Mais oui, c'est tout ce que je souhaite à Etenwork, parce que tu y travailles. Quand on s'est rencontrés, tu avais déjà l'idée. J'ai vu le début du projet et je ne te souhaite que du bonheur, parce que c'est quand même un beau projet. J'ai hâte de pouvoir utiliser. Je te remercie. Bon, alors, tu sais que là, le temps commence à être de plus en plus short. Oui. Je sais que tu aimes ce podcast, mais... On fera un deuxième épisode spécialement pour toi. Allez. Donc là, on a traditionnellement l'habitude d'aller sur un deuxième jeu, qui est de l'association d'idées. D'accord ? Donc tu peux montrer. Voilà, Association Express. Ça s'appelle l'ABCDR. Je dis l'association, je suis toujours sur l'autre jeu. Ah oui. Donc c'est l'ABCDR où je vais évaluer ton niveau de... Tu as challengé mon niveau d'impro qui a déjà été bien mis à rude épreuve dans la Structure Express, mais bon, je me suis échauffé, on va dire. Alors, donc ça va être très simple. Le jeu ABCDR, c'est quoi ? Je vais commencer par une phrase. Alors, comment vas-tu ? Et donc, c'est la lettre A. Et toi, tu vas continuer avec une phrase qui va commencer par la lettre B. Ben, ça va. Et après, je suis à la lettre C, et toi à la lettre D, etc., etc. Nickel ? Nickel. Très clair. Très clair. On lance le générique et on y va. Ok, c'est parti. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui ? Bénéfique pour moi, pour mes clients et pour l'ensemble de mes équipes. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents ? D'abord, je pense qu'on a une vision systémique
avec vraiment cette vision qualité-quantité d'eau qui fait qu'on arrive à appréhender différentes problématiques sur différents supports et qu'on arrive à répondre vraiment de façon innovante à des choses qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outils réellement mis en place ou automatisés. Et quelle action marketing fonctionne le mieux pour toi actuellement? Facile. Je pense que c'est surtout du B2B, du réseautage, les salons. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux en ce moment. Globalement, quelle est ta vision du marché dans les prochaines années? Et tu sais quoi? Je pense que c'était un peu de la triche ce que j'ai fait, mais c'est une onomatopée. Et la vision du marché, c'est surtout la diversification, parce que il y aura moins d'argent dans le secteur public, donc faut vraiment varier avec le secteur privé. Il y a un défi important que tu souhaites surmonter cette année? J'aimerais bien pouvoir lever des fonds. Parce qu'on était en croissance organique jusque-là quand même. On n'a fonctionné que sur du chiffre d'affaires. On n'a jamais levé pour l'instant. Ah ouais. Donc j'aimerais que l'on arrive avec toi à faire notre première levée. KPI. Qu'est-ce que, dans ces 3 lettres, tu retiendrais le plus? Qu'est-ce que ça t'évoque? Les lettres que je déteste le plus. Non, indicateur pour mieux permettre de paramétrer l'entreprise. C'est vrai que facilement on se retrouve noyé dans quel est le bon indicateur pour le bon marché. Et du coup, j'avoue que mon tableau Excel des KPI, il est énorme. Quand je le montre aux gens à nos parrains, aux membres du board, ils s'arrachent les têtes. Mais quelle quel est aujourd'hui ton plus grand frein à la croissance? Non, je ne pense pas qu'il y ait de frein aujourd'hui à la croissance. Je pense que c'est une volonté et c'est des marchés qui veulent se rencontrer ou pas, quoi. Où vois-tu ton entreprise dans 3 ans? Pas la clé sous la porte. Du coup, je dirais avec une vingtaine de salariés, un bon chiffre d'affaires, une croissance dynamique avec une solution clé en main qui répondra aux clients. Quand as-tu su que ton projet pouvait réellement fonctionner? Réellement, j'ai su quand à la création de la boîte, quand on m'a appelé 3 mois après, j'étais enceinte de 7 mois. Et on m'a appelé et on m'a dit on veut travailler avec toi parce qu'il n'y a que toi qui connais la techno. Et j'ai fait OK, là je pense que là il y a du marché. Voilà. Selon toi, quel est ton atout le plus fort à la concurrence? Ben, le talent. Talentueux. Allez, ça passe. Ça passe. Je pense qu'on est dans un marché de niche où on est très technique et finalement ce côté expertise et outils vraiment innovants, ça nous démarque par rapport à nos concurrents. Une décision stratégique récente a-t-elle vraiment changé tes résultats? Vraiment, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Une décision stratégique véritablement, je pense que je commençais toutes mes phrases avec un V, tu sais. Je pense que ce qui a été stratégique, ça a été de trouver mon associé, qui a vraiment permis de pousser au développement du produit en tant que tel, et pas de sortir de ce carcan de bureau d'études dans lequel on était en train de s'enfermer. Web marketing, c'est important ça. Comment exploites-tu le web pour acquérir de nouveaux clients? X-ray, comme des rayons laser, tu vois, genre je dirais que c'est vraiment pour sonder. Tu as dit quoi? X-ray. Ouais. C'est pour sonder un peu le marché, là, tout ce qui est le web, la toile, aller voir un peu les prospects et tout, c'est comme ça que je le vois. Y a-t-il un marché ou un segment que tu n'as pas encore exploité, mais que tu vises?
Hmm. Pas... Zapata, je sais pas pourquoi. Non, là, j'arrive pas avec le Z, j'avoue. La marché qu'on n'a pas. Non. Alors, franchement, moi, je te dis félicitations. Ouais, j'ai Tu pas es la réussi le Z. première qui est arrivée à 240 points et a passé la lettre du X. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Non, mais Bon, après, et c'est là qu'on voit une scientifique, comme je disais au début, scientifique, entrepreneuse. Tu es talentueuse dans tout. Non, mais pas dans le Z. Mais félicitations, Roxane. Ouais, bon, merci beaucoup. Mais t'as été gentil, hein, parce que tu m'as donné un joker quand j'ai dit je sais plus quoi là, ou... Ouais, non, franchement, t'as géré. Bon, alors, en bonne compagnie, on ne s'ennuie pas, mais malheureusement, on arrive à la fin du podcast. Donc, nous, ce qu'on demande, première des choses, si tu as aimé le moment, est-ce que tu penses à quelqu'un qui aimerait être aussi là avec nous et toujours dans l'objectif, un entrepreneur ou une entrepreneuse et qui génère déjà du CA? J'ai pas mal de personnes, je pourrais te faire une liste, je pense. Une liste carrément. Ah non. Nous avons un podcast maintenant sur 10 ans. Non, quand même pas. Mais sur Toulouse? Comme tu veux. Alors, bien sûr, qui peut être présent. Ben, je connais très bien Jérémy Fein de BWI, qui est entre Toulouse et Paris, qui est aussi dans le domaine de l'eau, donc de l'hydrologie spatiale. Et c'est quelqu'un de génial humainement, mais aussi professionnellement. Donc, je pense que je lui demanderai si tu veux bien participer à ton podcast. Ben, Jérémy. Et la dernière chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année 2026? De la croissance, du bonheur, du challenge et du chiffre d'affaires. J'aime bien. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Je le souhaite aussi pour Eat and Work. Ah ben, franchement, merci. Merci beaucoup. Parce que, tu sais, nous, c'est un peu les mois décisifs, un peu, qui verront soit notre évolution, soit notre stagnation, soit... Donc, beaucoup de challenges cette année pour nous. Ouais. Croisez les doigts. Ouais, merci. C'est du labeur, c'est pas de la chance. Ok. Non, mais... Ouais. Et une histoire de timing, comme de tu l'as dit. timing, comme tu disais au début. Ouais, carrément. Parfois, le timing, c'est pas le bon. Et, Ouais. Et parfois, il faut creuser le timing pour arriver à parler aux gens qui peuvent t'ouvrir cette opportunité. Et je pense que le réseau, ça fait beaucoup de choses parce qu'il te met un peu à l'écoute des opportunités qu'il peut y avoir. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, le réseau, c'est sûr, c'est primordial. C'est primordial. Ouais. Mais ça fait pas tout. Parfois, le Ça timing et la personne, C'est vrai. au bon moment, au bon instant. Tu as Mais raison. on le travaille, c'est aussi grâce à ton dur labeur, à tes podcasts, que ça Ouais. peut pas fonctionner. Ouais. Puis moi, tu sais, avec les podcasts, moi, ça me fait plaisir de voir que les gens, ils aiment venir ici. Et puis, tu vois, ça enrichit les autres. Tu vois, parce que de toute ton expérience, tu vois, moi j'apprends des choses. Et ceux qui écoutent aussi, vous pouvez le dire, vous pouvez mettre en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, bien sûr. Et oui, de tout ce que tu dis, ça nous enrichit et ça nous apprend pas mal de choses. Bon, on va devoir se laisser, donc à une prochaine. Et aussi à l'auditoire, je dis ciao.